Donc aujourd'hui, je suis avec Docteur Cadet. Comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Oui, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Donc, je vais te présenter. Pour les invités, toi, tu es un ophtalmologiste. Tu as combien de temps de pratique? Presque 8 ans. 8 ans de pratique depuis que tu as terminé ta résidence. Exact. Est-ce que tu peux décrire c'est quoi que ça fait un ophtalmologiste? Oui, certainement. Donc, un ophtalmologiste, on est médecin et chirurgien des yeux. Ok. Au niveau le plus simple, c'est ça. Et puis, tu as fait une surspécialisation en oculoplastique, si je me trompe pas. C'est ça. Donc, exactement. J'ai fait une surspécialité en chirurgie oculoplastique. On appelle ça aussi un fellowship. La chirurgie oculoplastique, c'est la chirurgie des paupières et du haut du visage. Et donc, finalement, on est chirurgien de tout ce qui est autour des yeux. Donc, les paupières, l'orbite, tout ce qui est autour, derrière l'œil, et aussi les voies lacrymales. Donc, ils vont jusque dans le nez. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de te surspécialiser dans ça? J'ai toujours aimé l'aspect chirurgie plastique. Donc, j'aimais beaucoup la spécialité de la chirurgie plastique. Et pour moi, je sentais aussi que c'est quelque chose qui serait très utile pour Haïti parce que il n'y avait personne jusqu'à date qui avait un fellowship en Haïti en oculoplastie au meilleur de ma connaissance. Donc, je me suis dit que c'est une expertise que je pourrais amener. Il y avait aussi le fait que je trouvais que c'est une spécialité artistique. On fait une grande variété de chirurgie et donc on s'ennuie jamais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de consacrer ta vie à l'œil humain? Donc, en fait, je te dirais que ce qui m'a donné envie, c'était que je sentais que c'était un sens essentiel. La vue, la vision, c'est quelque chose qui nous est utile tous les jours. C'est utile à tout le monde. C'est quelque chose aussi qui est très important pour chacun d'entre nous. Et je sentais qu'en devenant ophtalmologiste, en devenant chirurgien des yeux, je pouvais faire une différence dans la vie des gens. Et souvent, c'est même une chirurgie de 15-20 minutes peut vraiment transformer la vie de quelqu'un. Par exemple, la chirurgie de cataracte, quelqu'un peut être fonctionnellement aveugle, puis après 15-20 minutes de chirurgie, ben, ils ont une vision par la suite qui est normale. Donc ça, je trouvais ça assez extraordinaire. Donc c'est une des choses qui fait en sorte que j'ai décidé d'aller dans le domaine. Je comprends. Et puis, tantôt, tu as mentionné que la chirurgie plastique t'intéressait également. Oui. Quand tu as appliqué pour tes résidences, est-ce que tu as appliqué aux deux ou tu savais que c'était l'ophtalmologie qui t'intéressait juste ça? En fait, c'est une excellente question. J'avais considéré appliquer en chirurgie plastique, en ORL et en ophtalmo. La spécialité qui m'intéressait le plus, c'était l'ophtalmo. Et je suis arrivé un peu à la conclusion que ce que j'aimais beaucoup de ces trois spécialités-là, c'était la chirurgie plastique faciale. Donc, j'ai réfléchi à mon affaire, puis j'ai décidé finalement d'aller en ophtalmologie en me disant que éventuellement, j'aurais la possibilité d'aller en oculoplastie, qui en fait est un mélange des trois spécialités, l'ophtalmo, l'ORL et la chirurgie plastique. Donc, j'ai comme eu le meilleur des trois mondes en faisant ça. Puis c'était aussi un choix, je te dirais, au niveau du day-to-day, du bread and butter. Je préférais je te dirais, la pratique usuelle, la pratique commune de l'ophtalmologie, plutôt que la pratique, je te dirais, usuelle de ces autres spécialités-là. Donc, c'est une des choses qui m'a fait décider ensuite d'aller en ophtalmo. Est-ce que tu as un exemple de la différence de la pratique usuelle de chirurgie plastique versus oculoplastique, comme que tu expliques? Oui, certainement. C'est sûr que je connais davantage l'ophtalmo que les autres spécialités. Je te dirais néanmoins que, par exemple, en ophtalmo général, la, la pratique usuelle, on va voir plusieurs patients qui ont des cataractes, qu'on doit opérer pour cataracte. On a aussi des patients qui viennent pour le glaucome. On a des patients qui ont des problèmes de la rétine à cause du diabète, la dégénérescence maculaire. Donc ça, je sens que c'est des domaines dans lesquels on peut vraiment avoir un impact important dans la vie des gens. Mhm. Donc ça, c'est un peu, comme on dit, là, notre bread and butter en ophtalmo versus l'ORL où c'est la pratique finalement qui concerne le nez. Donc, il peut y avoir des problèmes au niveau des rhinites, il peut y avoir des sinusites, il peut y avoir des problèmes au niveau des oreilles. Euh, et je sentais qu'à ce niveau-là, l'ophtalmo m'intéressait davantage. Et aussi, si on regarde la pratique, c'est plus la pratique RAMQ, là, présentement, Mhm. c'est la pratique fonctionnelle que je te décris. Et en chirurgie plastique, ben là, il y a quand même une variété. Ça peut être notamment au niveau des réductions mammaires ou ça peut être au niveau de la gestion de certaines plaies, ce genre de choses. Mais bref, tout ça pour dire que
aussi beaucoup au niveau de la chirurgie de la main, trigger finger, du puitrin, ce genre de choses. Mais au final, moi, c'était la pratique de l'ophtalmo qui m'intéressait davantage. Donc, D'accord. ouais. Et puis, c'est un secret pour personne, l'ophtalmologie, c'est extrêmement contingenté. Ouais. Est-ce que ça l'était quand toi, t'as appliqué dans ta résidence? Oui, ça l'était. C'était très contingenté. Je te dirais, c'était probablement déjà à ce moment-là la spécialité la plus contingentée ou certainement parmi... Ça a toujours été parmi les 2 ou 3 plus contingentés, là, peu importe l'année où tu regardes. Euh, Puis pour moi, je trouvais que c'était comme un peu... C'était un facteur de motivation de plus Mhm. de me dire que je vais me prouver que je suis capable d'entrer, là. Donc c'était comme un défi de plus. Non, je comprends, 100%. Et toi, t'es rentré directement après le cégep ou t'as fait un bac avant? Directement après le cégep. Oui, Donc, il y avait de la compétition au cégep pour entrer en médecine. T'es oui, rentré en médecine à McGill, si je me trompe pas. exact. Après, il y avait de la compétition en médecine pour rentrer dans la résidence de ton choix. Ophtalmologie à l'UDM, si je me trompe pas. Exactement. Après, en résidence, il y avait une certaine compétition pour entrer dans ton fellowship. Oui, absolument. Tu es devenu un médecin, un ophtalmologiste sur-spécialiste en oculoplastique. Au stade que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une certaine compétition entre vous, les fellows, ou il n'y en a plus? C'est terminé la compétition, en toute honnêteté. Oui, la compétition, il y en a toujours. Je peux dire que j'ai quand même été privilégié. J'ai eu le choix de l'université. Tu sais, quand j'ai appliqué en médecine, j'ai eu mon premier choix ensuite en résidence. J'ai aussi eu tu sais, le choix que je voulais vraiment au niveau du fellowship. Une fois qu'on arrive en pratique, la compétition est différente. C'est que là, on arrive à un point où, de un, pour avoir un poste hospitalier, donc tu sais, un PEM, comme on dit au Québec, c'est très compétitif parce qu'il y en a relativement peu, surtout dans les grands centres comme dans le Grand Montréal, il y en a très peu. Donc ça, je me sens privilégié d'avoir pu avoir un poste. Moi, je suis à l'hôpital de Verdun. C'est un bel endroit, c'est un bel environnement Mhm. de travail. Et je te dirais que ensuite, c'est au niveau de la compétition, de la pratique, on le voit beaucoup en esthétique particulièrement. C'est un domaine qui est très, très compétitif parce qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui opèrent dans ce domaine-là. Et ensuite, c'est une question où il faut développer son expertise et ensuite communiquer cette expertise-là pour que les clients, les patients décident, tu sais, entre les différents chirurgiens puis décident qu'ils veulent venir nous voir. Donc pour moi, je te dirais, c'est toujours quelque chose qui, je me sens tu sais, vraiment honoré quand les patients décident de venir me voir. Il y en a même qui viennent de d'autres provinces Ah ouais. qui Wow. viennent me voir pour se faire opérer. Donc ça, je t'avoue que c'est plutôt flatteur. Tu sais, quand quelqu'un a le choix de tous ces chirurgiens-là puis qui décide de venir me voir au-dessus de la ville de Québec, de Gatineau, peu importe. Donc ça, c'est toujours quand même quelque chose. Puis ça démontre que on peut jamais s'asseoir sur ses lauriers. Il faut toujours essayer d'être le meilleur qu'on peut. Et donc, c'est ça, je te dirais, la Mhm. compétition puis le défi. Donc, la compétition, une fois que l'école est terminée, en guillemets, c'est vraiment au niveau de la clientèle, si je pourrais dire. Si je me... À moins que j'ai mal compris. Oui, je te dirais oui, certainement au niveau de la clientèle, d'attirer notre clientèle et aussi le fait de développer toujours davantage nos connaissances, Mhm. nos habiletés techniques, nos habiletés chirurgicales, offrir des nouvelles chirurgies, Mhm. offrir des nouvelles technologies, des nouveaux lasers, tu sais. Donc, de développer un petit peu tout ça, là. Je comprends. Ça m'amène justement à un point qui est important pour moi, l'innovation. À quel moment un chirurgien décide, ah, je vais faire une nouvelle technique, je vais essayer une nouvelle technique qui n'a jamais été inventée avant? Ça se passe comment? Je te dirais que ça se passe vraiment, souvent ça se passe quand même organiquement. C'est qu'en salle d'opération, il faut comprendre que les patients, patientes et leurs besoins, leurs maladies sont jamais exactement les mêmes. Donc, des fois, on va devoir adapter une technique qui existe déjà ou on va se rendre compte que la technique qu'on utilisait peut-être répond pas de façon optimale aux besoins, on a besoin de faire plus. Et c'est là parfois que des fois, je vais me dire, OK, tu sais quoi? Souvent, c'est en regardant ce que des chirurgiens font dans d'autres spécialités que je vais dire, tu sais quoi, ça serait intéressant d'utiliser le même instrument qu'eux pour voir pour essayer d'améliorer la technique. Donc, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises, puis de dire, ah, tu sais quoi, en utilisant justement cet instrument-là, je peux avoir encore un meilleur résultat. Hmm. Donc, souvent, c'est comme ça que ça va se faire. Puis vraiment, j'ai trouvé que c'est là qu'on apprend beaucoup de nos collègues, souvent dans d'autres spécialités. Parce qu'à l'intérieur de la spécialité, on a aussi des modèles de pratique qui peuvent être différents. Hmm. Puis je trouve souvent, en regardant ce qui se fait dans d'autres pays, souvent aussi, j'apprends beaucoup. Des fois, les instruments sont différents, les techniques sont différentes. Est-ce que tu as un exemple d'innovation que tu as apporté, une innovation chirurgicale ou peu importe?
Bien, je te dirais, j'aurais pas la prétention de dire que je suis le premier à le faire, mais je te dirais, dans ma pratique à moi, une des choses que j'ai faites, c'était notamment au niveau des chirurgies DCR. Donc, c'est des chirurgies pour les gens qui ont les yeux qui pleurent. Mhm. Je fais une DCR endonasale, donc je passe avec une caméra spéciale par le nez, puis je fais une petite ouverture dans la muqueuse nasale pour drainer le sac lacrymal. Donc, pour que les gens n'aient plus de pleurs au niveau des yeux, puis qu'ils n'aient pas non plus d'infection du canal lacrymal. Et je m'étais rendu compte à un moment donné que les instruments standards, je voulais que l'ouverture soit un petit peu plus grande, un petit peu plus, euh, comment dirais-je, un petit peu plus prévisible en termes de sa forme. Et c'est là que j'ai décidé d'utiliser, c'est un petit instrument rotatoire, là. C'est en fait, comment dirais-je, euh, c'est un peu une sorte de, mon Dieu, comment je dirais ça? Euh, Je te dirais, c'est un petit instrument rotatoire qu'on utilise avec comme une petite fraise au bout, puis ça permettait vraiment d'avoir une belle ostéotomie, donc d'avoir une belle ouverture au niveau de l'os qui était très prévisible, tu sais, ronde, de la forme qu'on veut, de la taille qu'on voulait. Donc, c'est un des exemples C'est de ça. super. Puis, je vais donner un exemple avec moi, justement, parce que tu te spécialises dans l'oculoplastique. On dirait que j'ai de la difficulté à dire ce mot. Ouais. Euh, Tu peux dire, en fait, tu peux dire oculoplastie ou chirurgie oculoplastique. chirurgie oculoplastique. OK, Oui, je vais dire ou ça. oculoplastie si tu préfères l'un ou OK, l'autre, là. Ouais. chirurgie oculoplastique. Ouais. On va prendre moi, par exemple. Mhm. Je- Ça m'avait jamais dérangé de ma vie. Je sais même pas si j'avais ça avant. Mais maintenant, on dirait que j'ai de la peau qui embarque par-dessus mes yeux. Est-ce que c'est génétique, ça, ou c'est... est-ce que c'est en... J'ai toujours eu ça, ou c'est quoi ça, exactement? En fait, ça dépend d'une personne à l'autre. Souvent, il peut y avoir un aspect génétique. Comme on dit, on ressemble tous à quelqu'un. Et par la suite, souvent, il y a un effet aussi du passage des années. Donc, souvent, il va y avoir plusieurs changements au niveau des os, au niveau finalement, je te dirais, des compartiments graisseux du visage. Il va aussi y avoir souvent une descente des sourcils. Et ce sont toutes des choses qui peuvent accentuer ce qu'on appelle le dermatochalasis, donc l'excédent de peau au niveau des paupières du haut. Donc, souvent, il y a probablement une partie qui était comme un peu génétique, de ton anatomie normale. Et Mhm. ensuite, avec le passage des années, il y a aussi un aspect comme évolutionnel au fil des années. Mais est-ce que ça s'enlèverait si je voulais lever un peu la paupière? Oui, Ou... absolument. Absolument. Puis ça, c'est une des chirurgies que je fais comme chirurgien oculoplastique. Ça peut être fait soit pour les... Ça peut être fait de façon médicale quand ça nuit à la vision, mais souvent, c'est fait pour des raisons C'est plus esthétiques. Exactement. ok. C'est comment ça s'appelle, c'est la chirurgie pour lever les paupières un peu? Donc, c'est la blépharoplastie. Blépharoplastie. Oui, exactement. La blépharoplastie, qui est la chirurgie des paupières du haut. Hmm, Donc, tu sais, il y a la blépharoplastie supérieure pour les paupières du haut, puis ok. blépharoplastie inférieure pour les poches sous les yeux. Ok. Et là, t'as quel âge exactement? C'est 36 ans. 36 ans. T'as dit que tu pratiques... T'as fini ton fellowship depuis 7 ans? 8 ans? Oui, exactement. J'ai fini mon fellowship en 2018. Ok. Et maintenant, t'as 4 enfants. C'est Oui, quand même impressionnant. on peut dire ça, oui. Mais là, t'es dans le début de ta carrière, veux pas. Mhm. Si je me trompe pas, ta femme est également médecin endocrinologiste. C'est ça, elle est endocrinologue, exact, oui. Euh, Spécialisée en glandes thyroïdes. Ça se passe comment avoir 4 enfants, une jeune famille, une femme qui est médecin également? C'est ça. Et en plus de ça, t'es médecin toi-même. Le quotidien ressemble à quoi? Écoute, je vais pas mentir, c'est rock and roll, comme on dit. C'est sûr que c'est intense. C'est quelque chose, je te dirais, c'est toujours un fin équilibre qu'on travaille de semaine en semaine, de jour en jour, pour essayer tu sais, de naviguer un petit peu tout ça. Parce que souvent, ben, on est souvent les deux de garde, parfois les deux de garde en même temps. On a des responsabilités cliniques, donc tu sais, d'être à l'hôpital, d'être en clinique, mais aussi on a d'autres responsabilités tu sais, académiques. Donc on a, par exemple, des événements, des soupers, des présentations, des congrès. Donc je te dirais, c'est beaucoup de planification. Donc, on a un calendrier pas mal occupé. Quand les gens voient mon calendrier avec tous les codes de couleurs, on a beaucoup qui disent wow, j'aimerais pas être toi. Mhm. Mais c'est un peu ça. Mais tu sais, on y arrive. Ça prend de la jonglerie, mais on y arrive. Puis est-ce que ton temps de famille, c'est un bloc que tu réserves dans ton calendrier ou c'est juste quand tu as du temps libre, tu te dis je vais aller voir ma famille? Je te dirais, c'est vraiment un bloc que je réserve. Ce que je fais, je te dirais, c'est que
À partir du moment que je reviens à la maison, donc supposons entre 6 heures et 7h30 ou 8 heures, ça, c'est un bloc qui est dédié à la famille. Puis les fins de semaine, je les réserve à la famille. Donc, en autant que je ne suis pas de garde, j'essaie vraiment d'éviter tous les autres engagements parce que sinon, c'est pour protéger du temps vraiment pour la famille. Puis je pense que ça, c'est vraiment important. Puis les enfants l'apprécient beaucoup aussi. Quand je te vois, tu es un médecin accompli, tu as 4 enfants, une femme, et en plus de ça, tu trouves le temps de créer des fondations, la fondation Cadet qu'on va parler tout à l'heure. Il y a un stéréotype du médecin qui est jamais là pour sa famille, mais toi, on dirait que tu réussis à tout faire ça. En plus de ça, être un bon père pour ta famille. Suivez-le sur les réseaux, vous allez voir qu'il pose toujours ses enfants, puis c'est beau à voir. Quel conseil que tu aurais pour les jeunes médecins pour pas qu'ils commencent à trop... à être capable de balancer tout ça, puis faire comme que toi tu fais? Moi, je te dirais, je pense que le plus important, c'est quelque chose que j'apprends à travailler puis à améliorer au fil du temps, mais c'est de vraiment dédier des blocs de temps euh, et de prioriser, tu comprends? Donc, pour moi, ça a été de prioriser quelque chose qu'on oublie souvent, mais de prioriser mon bien-être, qui est très, très important. Donc, mon bien-être, donc par exemple, de faire de l'exercice. Donc, je bloque du temps pour faire de l'exercice. Je bloque du temps pour me concentrer sur ma nutrition. Ensuite, c'est de bloquer du temps pour ma relation avec ma femme, donc pour travailler sur notre mariage, faire des activités, faire des dates, des sorties, là, des date nights. Aussi, bloquer du temps pour la famille, donc bloquer du temps avec les enfants, un peu comme je disais tantôt, bloquer les fins de semaine, bloquer les soirées jusqu'à telle heure. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Puis, quand je compare à plus tôt dans ma carrière, j'avais tendance à parfois laisser plus peut-être parfois bloquer de façon moins ferme certaines périodes de temps. Et là, ça devient très difficile parce que tu comprends, quand tu prends des appels le soir ou tu prends des appels à la fin de semaine, ça finit par nuire un petit peu à ton temps de qualité. Donc, moi, ça serait le conseil que je donnerais, que ce soit aux étudiants, résidents, médecins, c'est allez-y vraiment selon vos priorités et bloquez des périodes de temps spécifiques où vous allez vous dédier à une seule chose, que ce soit la famille ou autre chose. Puis de cette façon-là, ça va vous permettre d'être vraiment présent dans le moment. Et je pense que ça, c'est une autre des choses que je dirais, c'est qu'avec le temps, on réalise à quel point c'est important d'être vraiment présent. Puis moi, souvent, il faut que je me dise dans ma tête, tu sais, here and now. Je me dis ça constamment pendant la journée. Tu sais, vraiment de ramener toutes nos pensées, malgré toutes les responsabilités qu'on a, mais tu sais, de ramener ça au moment présent parce que le seul moment qui est important, c'est le moment présent. Je comprends. C'est un super bon conseil. Comme on vient de dire, ta femme, c'est une médecin également. Est-ce que tu l'as rencontrée à l'école? Tu l'as rencontrée en résidence? Ça s'est passé comment? Je suis quand même curieux. Moi, on m'a dit de jamais date une médecin également. Je veux savoir ta perspective par rapport à ça. OK, c'est intéressant. Peut-être tu pourrais me parler davantage de ça après. Je suis curieux de Ok. savoir sur quelle base les gens disaient ça. Je te dirais que, en fait, nous, c'était peut-être pas la chose la plus originale, mais on s'est rencontrés à l'école de médecine à l'Université McGill. On était dans le même cercle d'amis et au fil du temps, on a appris à se connaître, on a commencé à sortir ensemble, puis ensuite, the rest is history. On s'est fiancés, mariés, Wow. fiancés à l'intérieur d'un an, mariés à peu près 2 ans après, puis là, on a 4 beaux enfants. Wow. Félicitations. Merci. Vous sortiez ensemble pendant med school? Oui, exact, Wow. oui. Puis on Félicitations. a décidé, merci, puis on a décidé de faire le couple match. Et c'était quand même une grande décision parce qu'on a commencé à sortir ensemble écoute, c'était comme au tout début de la 4e année de médecine. Et là, on devait décider, est-ce qu'on fait le couple match ensemble, tu sais, du CARMS? Est-ce qu'on va décider, tu comprends, comment dirais-je? Ben c'est ça, tu sais, de jumeler nos applications. C'était une grande décision parce que si tu décides de jumeler ton application puis un des deux n'entre pas dans le programme qu'il voulait, mais là, les deux, vous obtenez pas votre choix. Wow. Donc, c'était une grande décision. Puis, ben, on s'est senti très bénis parce que finalement, les deux, on a eu notre premier choix. Donc, ouais. Donc, vous avez appliqué en tant que couple match. Exact. OK. Ouais. Puis ça se passe comment un couple match? Je suis pas encore très familier avec ce concept-là encore. Oui. C'est... Dans le fond, si je comprends bien, c'est que... En fait, c'est quoi l'avantage du couple match? Ben, je te dirais, puis ça, bon, disons-le, moi, j'ai fait le couple match, mon doux, c'était en 2012.
2011-2012, donc ça peut avoir changé. Mais assumant que ça n'a pas changé, le couple match du CARMS pour la résidence, Mhm. euh, la façon que nous, ça fonctionnait, en fait, c'était que euh, c'est tout simplement qu'on décidait dans quel programme on veut appliquer, puis on les priorisait selon notre programme préféré Mhm. en commençant. Et ensuite, le couple match, c'est que on annonce au CARMS officiellement qu'on veut lier nos différents choix ensemble. Mhm. Le but, en fait, c'est de se retrouver dans la même ville, ni plus ni moins, ou le plus près possible. Ok. Donc, pour nous, on avait quand même le bénéfice que l'Université McGill et l'Université de Montréal à Montréal. Mhm. C'est la seule ville canadienne où il y a vraiment deux universités au même endroit. Je pense pas que ça a changé depuis. Et donc, c'était à ce niveau-là. Donc, Ok. c'est en jumelant les deux, mais un peu comme je disais tantôt, il y a toujours la chance que si jamais l'un d'entre nous n'obtient pas le choix qu'on voulait, ça Mhm. fait en sorte que l'autre ne peut pas l'obtenir non plus. Donc, c'est comme un risque de plus. Mais on dirait que j'ai la difficulté à comprendre c'est quoi l'avantage en tant que tel. Parce que Mhm. si toi, tu es accepté à McGill pour ta résidence, Ouais. mais que ta femme n'est pas acceptée à UDM ou McGill pour sa résidence, dans le fond, automatiquement, toi, tu n'es pas accepté à McGill. A priori, si je ne m'abuse, c'est ça. Mais c'est quoi Et- l'avantage en tant que tel? Parce que Ouais, c'est je peut-être moi comprends. qui comprends pas, là, mais Ouais. c'est t'as rien nécessairement à gagner, dans le sens que si elle avait pas été acceptée, elle a- ça t'aurait pas aidé anyways. Je sais pas si tu comprends. Ou le fait, si tu me disais que le fait qu'elle t'ait accepté, ça augmente tes chances à toi d'être accepté, peut-être que là, j'aurais dit qu'il y a un avantage, mais... Ouais, je comprends. En fait, non, ça n'augmente pas tes chances d'être accepté, mais le but, c'est que, je te donne un exemple, c'est que le but à la fin de la journée, c'est vraiment d'être jumelé puis d'être dans un programme de résidence dans la même ville. Ok. C'est que si tu ne fais pas le jumelage, tu ne fais pas le couple match, ça veut dire que, supposons, un d'entre nous aurait pu avoir un programme à Montréal, Mhm. soit à McGill ou l'UDM, et que l'autre aurait pu se retrouver à Toronto ou Ok. à Vancouver. Donc là, tu comprends? Donc c'est vraiment pas... C'est pas jumelé. Ok, je comprends. Donc nous, à la fin de la journée, le plus important pour nous, c'était, oui, bien sûr, d'avoir le programme qu'on voulait, puis on a été privilégiés, on l'a eu les deux, Mhm. mais en même temps, c'était de se retrouver dans la même ville. Sinon, tu peux vraiment avoir quelque chose qui n'est pas jumelé du tout. Ok. Et C'est là, un ça ordinateur devient... qui décide où que tu vas, dans le fond. Exactement. Ok, je comprends. Tu comprends? Puis ça dirait, supposons, toi, de tous les choix que tu vas avoir ton premier ou ton deuxième ou ton troisième choix, puis l'autre, ça peut être la même chose, mais ça veut pas dire que c'est dans la même ville. Ok, dans le fond, c'est vraiment... Si, mettons, ton premier choix, en fait, l'ordinateur t'aurait attribué Toronto de base, Oui. mais que ta femme a été acceptée en premier choix à l'UDM, eh bien, l'ordi va passer à ton deuxième choix, qui est peut-être l'UDM également. Puis là, ça va être... En gros, c'est En ça. gros, ok, Oui, je c'est ça. comprends. Ok, Ouais. je vois la pertinence du couple match. Et si on revient à la salle d'opération, c'est quoi ton état d'esprit quand tu fais une chirurgie? Je te dirais, quand je fais une chirurgie, c'est un moment spécial parce que pour moi, j'entre dans un moment, c'est comme un moment assez zen en général. C'est un moment finalement, tu sais, en anglais qu'on dit de flow state. C'est comme je suis dans mon élément, puis je sens que je me sens bien, puis je me sens heureux. Et c'est vraiment comme un moment plaisant. Puis je te dirais, la chirurgie oculoplastique, particulièrement pour moi, c'est une chirurgie qui est très fine, qui est très délicate, qui est artistique. Et je sens que pendant que je le fais, je me sens bien. Je pourrais faire ça pendant des heures. Puis je sens que le temps passe, tu sais, assez rapidement en faisant ça. Donc, je te dirais, c'est un peu comme... je pense que c'est un peu comme pour les sportifs, tu sais, pour ceux d'entre nous qui faisons du sport, comme supposons quand tu joues au basket et que tu tires le ballon, puis que ça rentre, tu comprends? It's just going in, Mhm. it's going in. C'est comme ce flow state-là, tu continues Ok, de tirer, un peu le comme temps Stephen passé. Curry, et tu tires, tu Ouais, tires, ouais, tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est ce sentiment-là d'être dans ton élément, là. je comprends. Et c'est quoi l'expérience la plus crazy qui est arrivée en salle d'opération Euh, de ta vie? bien, je te dirais, je pense que c'était en fait quand j'étais... Il y en a eu quelques-unes, mais quand j'étais résident, on était en train d'opérer une patiente pour des cataractes et je te dirais que soudainement, elle a eu un malaise et on s'est assez rapidement, j'ai pensé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, c'était que c'était un édème pulmonaire aigu. Et donc, on a dû arrêter tout de suite la chirurgie pendant la chirurgie de cataracte
et relever la patiente, lui donner du Lasix, oxygène. Et bien sûr, on a appelé aussi les soins. Donc assez rapidement, on a dû faire plusieurs choses et lui sauver la vie in extremis. C'était une patiente qui était quand même assez âgée. Donc ça a été une expérience quand même qui m'a rappelé que c'est important. Avant d'être ophtalmologiste, on est médecin. Il faut se rappeler de notre médecine aussi parce qu'il y a des circonstances comme ça qui peuvent survenir puis qui font en sorte qu'il faut vraiment connaître notre médecine assez bien parce que dans le moment, on est le seul médecin dans la salle. C'est vrai. Ça m'emmenait justement à ma prochaine question. À quel point un spécialiste doit se rappeler de vraiment sa médecine générale? Bien, je te dirais, c'est le plus qu'on s'en rappelle, le mieux c'est. Moi, je dirais que ça demeure important parce que les bases de la médecine sont des bases dont on aura besoin ensuite aussi en spécialité. Euh, c'est certain qu'on ne s'attend pas comme ophtalmologiste à avoir les mêmes connaissances, par exemple, que quelqu'un en médecine interne par rapport à certains des sujets qu'il traite de façon usuelle. Non. Mais il demeure néanmoins que si quelqu'un a un malaise cardiaque, il faut quand même savoir les bases, tu comprends, de comment orienter la personne, c'est pour la sécurité et le bien-être des patients. Donc, c'est ce genre de choses-là qui sont quand même, qui demeurent, je peux dire, assez importantes. L'autre chose, en fait, que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que en ophtalmologie, c'est important de se souvenir de tout ce qui est rhumatologie, de tout ce qui est infectiologie, Mhm. euh, notamment parce qu'on voit des pathologies de tous ces domaines-là. Et le fait tu sais, au niveau du différentiel, du diagnostic différentiel qu'on va avoir au niveau du traitement, c'est important justement de se souvenir de tout ça parce qu'on a beaucoup, beaucoup de pathologies dont les premières manifestations se voient à travers l'œil, se voient dans l'œil, que ce soit aussi le diabète. Ok, ouais. Souvent, on diagnostique le diabète ou même l'hypertension à l'aide d'un examen oculaire. Puis beaucoup des gens chez lesquels on trouve des hémorragies rétiniennes ou de l'édème maculaire, mais ce sont des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques. Et comme ça, souvent, on leur trouve un diagnostic, on leur diagnostique un diabète, par exemple. Oh. Ça arrive assez fréquemment. C'est vraiment intéressant. C'est super intéressant. Mm. Là, je vais complètement changer de voie. Oui, certainement. C'est quoi le plus gros sacrifice que tu as dû faire de ta vie? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a quand même eu plusieurs sacrifices, je te dirais, que j'ai dû faire. L'un des plus grands sacrifices, je te dirais, c'est de se dédier pendant, pendant notre jeune âge adulte, là, tu sais, de l'âge quand même de 18 ans jusqu'à à peu près l'âge de 29-30 ans, tu sais, aux études. Et bien sûr, je regrette pas de l'avoir fait. Je pense que, tu sais, je sens que c'était la voie pour moi, que c'est quelque chose que je suis content d'avoir fait, mais il demeure que c'est sûr que je regarde certains de mes amis qui ont commencé à travailler plus tôt, qui ont voyagé beaucoup plus, tu sais, qui ont vécu leur vie, qui ont profité plus des choses, pendant que, tu sais, moi puis ma femme, on était vraiment comme attelés à nos études. C'est probablement un des sacrifices, je te dirais, les plus grands qu'on a dû faire. Donc, c'est vraiment, euh, comment dirais-je, c'est comme une gratification qu'on doit repousser de 10-11 ans. Mm. Et rendu au moment où là, on a un peu plus de temps, qu'on a plus de moyens financiers pour faire différentes choses, ben souvent on est rendu plus tard dans la vie, puis on est rendu souvent à un endroit, à un moment où on veut avoir des enfants. Donc là, tout de suite, tu comprends, le jeune âge adulte, c'est une période qui est très intense. C'est une période où on a probablement moins vécu notre jeunesse que d'autres. Mhm. Ben, it comes with the territory. Est-ce que tu souhaiterais à tes enfants de devenir médecin ou... Excellente question. Je te dirais, c'est probablement oui et non, je te dirais, dans la mesure où je pense que c'est définitivement la plus belle ou une des plus belles professions au monde. Je pense que la vraie réponse à ça, c'est, je dirais oui, si c'est ce qu'ils désirent, puis si c'est ce qui les passionne. Mais à défaut de quoi, je te dirais que la profession médicale, ça demeure une profession très demandante, qui est difficile, qui vient avec beaucoup de stress, qui vient avec beaucoup de défis. Euh, et je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est le plus important, c'est de dire est-ce qu'on sent que pour nous,
c'est notre voie? Est-ce qu'on sent que c'est notre vocation? Mhm. Plutôt que juste se dire, on va se dire les vraies choses, là, je comprends que plusieurs personnes qui regardent ça puis qui historiquement se disaient euh, je vais décider d'aller en médecine, notamment parce que ça vient avec un certain respect, ça vient avec un certain statut, ça vient aussi avec, euh, tu sais, avec une rémunération qui est quand même assez conséquente. Mais moi, je pense que le plus important à la fin de la journée, c'est quand on va se retrouver en clinique ou en salle d'opération tout seul, est-ce qu'on se sent bien avec notre choix? Est-ce qu'on sent qu'on est à la bonne place? Parce que travailler 30-35 ans dans un domaine où on ne se sent pas bien, Mhm. ça peut être long, surtout considérant que notre système de santé est loin d'être parfait. C'est sûr. Disons ça comme ça. Et puis dans ta carrière, ou même pas dans ta carrière, juste dans ta vie personnelle. Là, s'il te plaît, ne dis-moi pas, j'ai pas de regrets. Non, non, sérieusement, c'est quoi ton plus gros regret de ta vie? La seule chose que t'aurais. Que tu te couches des fois le soir, tu te dis, ah, ça, j'aurais voulu faire peut-être différemment. Moi, je te dirais, on en a parlé un peu tantôt, mais je pense que pour moi, ce serait de ne peut-être d'avoir pris plusieurs années avant de comprendre comment prioriser euh, ce qui est le plus important dans la vie, qui sont mes êtres chers et aussi moi-même. J'ai senti que, surtout pendant la résidence, mais encore plus, je te dirais, en début de pratique, j'ai senti que j'ai senti qu'il y avait des moments où je sentais que je m'éparpillais. Tu comprends? Que j'essayais pour un bon chirurgien, puis pour bâtir une belle pratique, de travailler à plusieurs endroits et en même temps, parfois, de ne pas suffisamment me prioriser, de ne pas suffisamment prioriser ma famille et des fois de me retrouver un peu comme je disais tantôt, avec des périodes de temps, d'accepter de prendre des appels, d'accepter de prendre des meetings pour des projets d'affaires, pour d'autres raisons scientifiques ou autres, pendant les blocs de temps que j'aurais dû dédier à la famille. Et ça, j'ai trouvé que c'est certainement quelque chose que ça m'a coûté. Mm. Et souvent, ça finit par nous coûter au niveau de notre santé à différents niveaux, puis aussi au niveau de, des fois, des fois, je regarde ça, je me dis, pendant les quelques premières années de vie de mes enfants, euh, j'ai été présent, j'ai toujours été présent, mais il y a des moments où je me dis que j'étais peut-être moins présent euh, pleinement dans le moment, parce que à cause du stress, à cause de toutes les responsabilités, à cause du fait que je voulais faire beaucoup de bien pour beaucoup de gens au niveau de ma fondation familiale, puis que je me suis rendu compte à la fin de la journée que le plus important, c'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut commencer par investir dans son propre bien-être. Il faut commencer par investir dans notre relation. euh, pour moi, c'est dans mon mariage avec ma femme et aussi dans ma relation avec mes enfants, avec mes parents. Moi, je vous dirais, si j'ai un seul message à vous passer, c'est ça. C'est concentrez-vous sur vos priorités et investissez votre ressource la plus importante, qui est votre temps, auprès des gens qui sont les plus importants. Tout le reste, que ce soit l'argent, que ce soit euh, que ce soit le respect de vos collègues, le respect des patients, que ce soit le statut, que ce soit en fait même le bien que vous faites pour la communauté. Tout ça, c'est important, mais c'est secondaire. Le plus important, c'est de prioriser les gens les plus importants dans votre vie. Oh, c'était bien dit. Super bien dit. Et puis, tu parlais justement de que tu as fait une fondation, qui est la fondation Cadet. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi et les raisons du pourquoi tu l'as parti? Oui, absolument. Je te dirais, en fait, la Fondation Cadet, c'est basé sur une vie de service que mes parents ont menée pendant plus de 40 ans. Donc, depuis qu'ils étaient jeunes, euh, ils ont toujours été très, très impliqués dans leur communauté. Donc, je te dirais principalement au niveau de la communauté haïtienne du Grand Montréal, mais pas seulement la communauté haïtienne. Euh, Étant donné que mon père venait justement d'Haïti, ma mère est québécoise, vient de la Rive-Sud, bien, ils ont toujours eu ce souci-là de contribuer au bien-être des gens qui sont moins fortunés. Et étant donné justement les origines haïtiennes de mon père, ben, ils ont
ils ont toujours utilisé leur profession et leurs moyens pour venir en aide aux gens. Mon père est pasteur d'église, ma mère est médecin de famille, puis je sens que ils ont toujours utilisé leur plateforme, leurs habiletés, leurs contacts justement pour contribuer au bien des gens. Avant tout, avant d'être constituée en 2020, la Fondation Cadet s'est vraiment basée sur ce souci-là d'aider la communauté. Et rendu en 2020, je me suis assis avec mes parents puis j'ai dit, je pense que ça serait le temps d'ouvrir une fondation pour essayer de potentialiser puis d'augmenter la portée de ce que l'on fait. Plutôt que de constamment, tu comprends, donner de nos fonds personnels sans avoir aucun reçu, sans avoir une structure qui nous permet de faire plus. Mais je leur ai dit, peut-être ce serait le temps justement d'ouvrir une fondation. Puis ensuite, on y est allé petit par petit. C'est incroyable. C'est super incroyable. Surtout considérant le fait que, on en a parlé tantôt, mais maintenant vous avez votre famille, vous êtes hyper occupé, vous avez une belle carrière, vous avez tout ce que beaucoup de gens voudraient, et malgré tout, vous décidez de mettre beaucoup de temps dans votre fondation, puis aider beaucoup de gens. Moi, c'est ce genre de choses que je trouve admirable, honnêtement. Puis vous le faites pas parce que vous voulez un plus beau CV, vous avez plus besoin de CV, là, rendu là. Effectivement. Donc, c'est... Au nom de beaucoup de gens, je pense que... Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous faites. Donc, merci, c'est apprécié, Kendrick. merci à vous. Puis je te dirais, tu sais, pour moi, à la base, redonner à la communauté, c'est pas quelque chose que je fais, c'est qui je suis. Tu comprends? C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher au niveau de mes valeurs les plus profondes. Mm-hmm. Puis je te dirais qu'une chose que j'ai appris avec le temps, c'est de redéfinir ce qu'est la richesse. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la richesse. La richesse, ce n'est pas d'accumuler. La richesse, c'est de redonner. Wow. À quel point votre foi en Dieu vous a guidé, vous a aidé dans votre vie? Je te dirais énormément. Ma foi en Dieu est à la base de tout dans ma vie. Que ce soit certainement au niveau des valeurs chrétiennes que mes parents m'ont inculquées. Tout ce qu'eux ont fait était basé sur ces valeurs chrétiennes-là. Tout ce que je fais est basé sur mes valeurs chrétiennes. Et c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment... C'est qui je suis, tu comprends? Pour moi, comme disciple de Jésus, je sens que même au niveau de mon choix de profession, j'ai décidé d'aller en médecine puis en ophtalmologie parce qu'à un niveau, je te dirais peut-être même un peu subconscient, mais on voit que Jésus dans la Bible redonnait la vue aux aveugles. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de faire des miracles comme Jésus faisait, mais quand tu opères quelqu'un pour ses cataractes et que la personne était aveugle puis que la personne voit, mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus fort que juste l'aspect physique de redonner la vue. Il y a quelque chose même de plus spirituel, je te dirais, au niveau d'être capable de partager cette expérience-là avec quelqu'un et d'être capable d'avoir un impact positif sur la vie de la personne, mais aussi sur la vie de toute sa famille, de sa communauté. Vraiment, ça transforme des vies. Donc, c'est la différence entre donner la vue et la vision, en gros, la question philosophique. Exact. Je te dirais que c'est un peu ça. Puis Helen Keller, qui est quand même bien connue dans les années 1800, qui avait perdu la vue, et si je ne m'abuse, aussi l'ouïe, ben elle-même avait dit que la seule chose qui est pire que de ne pas avoir la vue et que d'être aveugle, c'est de ne pas avoir de vision. Wow. Donc, pensez-y. The only thing worse than being blind is not having vision. Deep. C'est vraiment deep. Wow. On va revenir à un niveau peut-être un peu plus académique pour commencer un peu closer la discussion, mais l'ophtalmologie, c'est une des résidences les plus convoitées. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus convoitée. Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens sont genuinely intéressés en l'ophtalmologie ou c'est peut-être plus relié au fait que c'est la plus rémunérée probablement? Je te dirais, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question que chaque personne peut se poser personnellement. Est-ce que c'est possible que certaines personnes sont intéressées plus pour des raisons pécuniaires ou de statut, de respect, de considération? C'est possible. Je te dirais néanmoins que je sens que c'est une belle spécialité pour plusieurs raisons. Puis
je peux comprendre. C'est sûr que je suis un peu biaisé aussi parce que c'est ma spécialité. Mhm. Puis qu'honnêtement, si je devais choisir, je ferais exactement la même chose. Tu comprends? Je suis très satisfait de mon choix. Donc, je te dirais, oui, oui, c'est contingenté. Je pense que la plupart des gens la choisissent pour les bonnes raisons, mais un peu comme on a dit tantôt, il y aura toujours peut-être certaines personnes qui ne choisissent pas pour les raisons de valeur chrétienne, disons. Je comprends. Toute votre vie, vous avez réussi à vous démarquer, veux pas. Vous avez été accepté à toutes les facultés de médecine. Vous avez été accepté à la résidence de votre choix, à votre fellowship de votre choix. Comment moi, en tant qu'étudiant en médecine, je peux me démarquer des autres et avoir ce que vous avez eu? Moi, je te dirais, le plus important, c'est un peu comme Kobe Bryant le disait, c'est que l'excellence ne devrait pas seulement être une action. L'excellence devrait être quelque chose qu'on fait quotidiennement jusqu'au point où ça devient qui on est. Wow. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? C'est sûr que vous aviez une belle éthique de travail en rotation. Est-ce que vous faisiez de la recherche? Est-ce que vous faisiez d'autres... C'est quoi qui vous a, selon vous, démarqué le plus pour quand les gens ont décidé de vous accepter? Moi, je te dirais que je pense que, en fait, c'est quoi? J'ai pas beaucoup changé comme personne, à mon sens. C'est que j'ai toujours été animé justement par ces valeurs chrétiennes-là d'entraide, de service à la communauté, puis c'est vraiment ça qui me passionnait. J'ai fait de la recherche, et ça, c'est sûr que je pense que ça m'a aussi aidé au niveau de mon application, mais vraiment, je pense que les gens ont reconnu que c'était vraiment au niveau du service à la communauté. Ça, c'était ma force, c'était vraiment ma passion. J'étais impliqué au niveau, tu sais, oui, de la prévention, de l'enseignement au niveau de la santé holistique avec ma mère, avec d'autres organisations. Mhm. J'ai toujours été très actif auprès des professionnels de la santé haïtiens. Donc, à Montréal-Nord, on a une foire santé annuelle. Depuis 11 ans maintenant, j'organise le dépistage de santé oculaire de Montréal-Nord. Ok. Et donc, il y a plusieurs activités comme ça qui finalement sont devenues la Fondation Cadet, mais je te dirais, tu sais, j'étais aussi impliqué au niveau, très impliqué avec les gens qui vivent en situation d'itinérance pendant que j'étais au secondaire, au cégep. Donc, ce sont toutes des choses qui m'ont permis de comprendre euh, que j'étais privilégié et aussi de comprendre, tu sais, les besoins de la communauté au niveau oculaire, puis juste de la santé en général aussi. Ne pas trop s'éparpiller, mais miser sur vos forces. Oui, Exact. Vous, votre force, c'était le service à la communauté. Donc, vous êtes allé all-in dans ça. C'est ça qui vous a démarqué. Au lieu d'être, faire de la recherche, faire des services communautaires, faire ci, faire ça, faire plein de choses qui, finalement, vous êtes connu pour rien. C'est mieux d'être connu extrêmement beaucoup, extrêmement bien pour une seule chose, si je comprends bien. je te dirais en tout et partout, je te dirais oui, concentrez-vous. Concentrez-vous. C'est sûr que j'ai fait de la recherche, mais est-ce que j'en ai fait autant que d'autres? Probablement pas autant que d'autres, mais en contrepartie, j'étais très, très impliqué au niveau du service communautaire. Donc oui, ça, ce serait un, un- un conseil que je ferais. Puis souvent, quand je parle à des étudiants en médecine ou des résidents, c'est le conseil que je leur fais, c'est de dire concentrez-vous. Concentrez-vous sur ce qui vous passionne, concentrez-vous sur vos forces et essayez d'exceller là-dedans. Tu comprends? Et en faisant ça, c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer. Et aussi, c'est que euh, quand vous faites quelque chose qui vous passionne, ça ne sera pas lourd, ça ne sera pas fatigant, ça ne sera pas éreintant. Ça va vous nourrir et non seulement, ça ne va pas vous drainer. C'est un bon conseil. Donc, des petites questions rapides pour finir en beauté. Vous êtes prêts? Absolument. Question rapide pour un ophtalmologue. Une habitude qui protège les yeux. Porter des verres fumés. Une habitude qui les détruit. Ne pas prendre soin de sa santé systémique et holistique. OK. LASIK ou lunettes? L'un ou l'autre, selon ce qui fonctionne le mieux pour vous. Le mythe que tu veux faire disparaître pour toujours. C'est que quand les gens pensent que on n'a pas besoin d'aller voir l'optométriste pour faire examiner ses yeux tant qu'on n'a pas de problème de vision. Ton outil préféré en salle d'opération? Le porte-aiguille. C'est quoi un porte-aiguille? Le porte-aiguille, c'est pour faire des points de suture pour refermer la plaie, la cicatrice en beauté. Parfait. Si tu n'étais pas chirurgien, qu'est-ce que tu ferais? Entrepreneur social. Je serais là pour bâtir nos communautés. Wow. Votre plus grande peur? Perdre la vue
ou perdre votre vision? Perdre ma vision pour la communauté. Une chose que chaque Québécois, ou en fait chaque personne, devrait savoir sur les yeux. Vous pouvez avoir un examen gratuit de la vue chez l'optométriste si vous avez moins de 18 ans ou plus de 65 ans. À quelle fréquence? À ma connaissance, il n'y a pas de fréquence prédéfinie. Moi, je recommande un examen de la vue chaque 2 ans au minimum, même si vous n'avez pas de symptômes visuels. La différence entre un optométriste et un ophtalmologue. Très bonne question. Donc, en fait, un ophtalmologiste, c'est un médecin et chirurgien des yeux. L'optométriste, c'est quelqu'un qui se concentre sur l'examen des yeux, donc l'examen de base des yeux, et aussi sur la réfraction, notamment presque des lunettes ou verres de contact. Donc, la première ligne en vision, ce sont les optométristes. Et quand la personne a un problème, une maladie des yeux, notamment quand ça demande une chirurgie, là, les optométristes réfèrent aux ophtalmologistes. C'est ça la différence principale. Parfait. Donc, ça conclut notre premier épisode. Vous avez été mon premier invité à mon podcast. Ah, super. Comment c'était? C'était super. Merci C'est un honneur d'avoir été ici comme ton premier invité. Merci énormément.